Bonjour à tous, capsule juridique numéro 140 du 19 février 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, des USA, de l'Équateur, du Costa Rica et de la Cour européenne des droits de l'homme. En France tout d'abord, une victime souffrant d'effets secondaires graves et handicapant suite aux injections Covid avait introduit une action contre Pfizer et BioNTech assistée par mon confrère Maître Lanzaron. J'avais parlé très brièvement de cette procédure dans ma capsule numéro 76, après avoir détaillé une autre procédure que lançait ce même avocat, mais sans m'arrêter sur celle dont je vous parle aujourd'hui. Si je reviens aujourd'hui, c'est parce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le 13 février dernier la tenue d'une expertise médicale. L'information est notamment diffusée dans un article dont je vous donne le lien sous cette capsule. Cet article reprend un bref extrait de l'ordonnance qui dit ceci, et je cite: « Un tel procès est possible, il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Les éléments médicaux que produit la demanderesse font état de troubles pouvant être liés à la vaccination dont elle a fait l'objet. » Fin de citation. Le tribunal a donc nommé un expert en médecine interne avec pour mission d'examiner son dossier médical complet, de décrire les lésions constatées et de déterminer si, oui ou non, les pathologies constatées sont en lien direct avec la vaccination. Par contre, la plaignante demandait une provision sur ses dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €, mais celle-ci n'est pas accordée, le juge estimant sans doute que la relation n'est pas encore suffisamment avérée avec la vaccination, face notamment aux protestations émises par les deux labos poursuivis. Je rappelle également pour votre complète information, et là c'est moi qui l'ajoute, vous ne trouverez pas ça dans l'article, que si cette question de la causalité est évidemment au cœur de tous les débats actuels et futurs, il existe une jurisprudence que connaissent bien sûr les avocats et qui a été rendue dans un arrêt prononcé en 2014. Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse. J'indique les références exactes sous cette capsule qui contient notamment le paragraphe suivant. Je cite: « Il en résulte que la manifestation des symptômes caractéristiques d'une poussée de sclérose en plaques dans les jours suivant les injections du vaccin qui constitue une stimulation forte du système immunitaire, alors que le sujet ne présentait aucun signe de pathologie neurologique débutante et que le vaccin a mis en évidence la présence d'un facteur de risque non précisé par le fabricant sur le produit qui lui a été injecté en 1992 et 1994, constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du Code civil, pour admettre l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination litigieuse et la sclérose en plaques dont madame, donc la demanderesse, est affectée. » Donc cette décision permet justement de pallier, dans certains cas, à l'absence de preuves exactes et de preuves précises de lien de causalité, quand aucun autre lien de causalité ne peut être déterminé avec une autre cause possible. Affaire à suivre donc pour cette affaire de Marseille. Aux USA, à présent, le New York Times a décidé de lancer une action en justice contre la Commission européenne, à qui il reproche son incapacité à publier les SMS échangés entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Le journal soutient que la Commission est légalement tenue de publier ces fameux messages, c'est exact, on ne cesse de le dire, et certains députés européens aussi, et de même que tous les messages qui pourraient contenir des informations sur les accords passés. L'article qui annonçait l'info a été publié sur le site Politico et renvoie notamment à la page officielle de la Cour de justice de l'Union européenne. Je mets également le lien sous cette capsule, en français et en anglais. La procédure est engagée sur le fondement de la loi sur la liberté de l'information, semble-t-il. C'est pas très clair dans l'information donnée, mais au niveau procédural, je suis un peu sceptique, sachant que l'action est introduite devant la Cour de justice de l'Union européenne par un organe de presse américain sur base d'une loi américaine. Alors cela dit, je n'ai pas vu l'acte introductif d'instance, donc j'imagine qu'ils savent ce qu'ils font, mais on va dire j'émets une petite réserve au niveau de la recevabilité de la procédure. Petit extrait de l'article de Politico, donc le site qui annonce la nouvelle, après traduction. Je cite: « L'action en justice fait suite à une enquête du médiateur européen Emily O'Reilly, datant du 20 janvier 2022, qui a identifié un cas de mauvaise administration dans les tentatives de la Commission de récupérer les SMS suite à une demande d'accès public du journaliste d'un journaliste politique américain, Alexander Fanta. L'enquête du médiateur a révélé que la Commission n'a pas explicitement demandé au bureau personnel du président de rechercher les SMS. En réponse, la commissaire européenne aux valeurs et à la transparence, Vera Jourova, a affirmé que les SMS ont pu être supprimés en raison de leur nature éphémère et de courte durée. Le quotidien allemand Bild a précédemment intenté une série de poursuites contre la Commission afin d'obtenir la divulgation de documents relatifs aux négociations d'achat des vaccins Covid-19 fabriqués par Pfizer, BioNTech et AstraZeneca.
Bien que plusieurs de ces requêtes aient été rejetées par les tribunaux, Bild, qui comme Politico appartient à l'éditeur Axel Springer, a obtenu certains documents relatifs aux pourparlers, notamment la correspondance par courriel à partir de juin 2020. Aucune information sur les contacts antérieurs de Mme von der Leyen avec le PDG de Pfizer, M. Bourla, n'a toutefois été révélée à la suite de l'action en justice de Bild. Fin de citation. Affaire à suivre là encore, et vous avez entendu sans doute depuis lors que ça ne se passe pas aussi bien que prévu, enfin aussi bien qu'espéré, puisque certains hauts parlementaires de l'Union européenne ont estimé que les auditions de Mme von der Leyen devaient se tenir à huis clos. Donc en matière de transparence, évidemment, on est loin du compte, mais les choses ne sont pas terminées. Aux USA à nouveau, dans l'État d'Idaho, une proposition de loi a été déposée visant à interdire toute administration d'injection ARN messager. Cette proposition, portant le numéro 154, a été déposée par 2 membres du Congrès de l'Idaho. Voici la traduction du court article qui évoque ce sujet. Je cite. Un nouveau projet de loi a été introduit dans l'Idaho qui rendrait illégale l'administration des vaccins expérimentaux ARN messager Covid-19. La représentante Judy Boyle, qui est une républicaine, et la sénatrice Tammy Nichols, qui est également une républicaine, ont parrainé le projet de loi 154 de la Chambre des représentants. La sénatrice Nichols a présenté le nouveau projet de loi le 15 février devant la Commission de la Santé et du Bien-être de la Chambre. Selon le texte du projet de loi, je cite donc l'article qui cite le texte, « Une personne ne peut pas fournir ou administrer un vaccin développé en utilisant la technique de l'acide ribonucléique messager pour une utilisation chez un individu ou tout autre mammifère dans cet état. Une personne qui enfreint le projet de loi sera coupable d'un délit. La nouvelle législation, si elle est adoptée, entrera en vigueur le 1er juillet 2023. » Madame Nichols a déclaré lors de sa présentation au comité, je cite à nouveau, « Nous avons des problèmes parce que la procédure donc d'admission des vaccins a été accélérée. » Madame Nichols a déclaré qu'il n'y avait pas de responsabilité de consentement éclairé ou de données sur les vaccins ARN messagers. Elle a ensuite précisé qu'elle faisait référence aux 2 vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna. Elle dit également « Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent concernant les caillots sanguins et les problèmes cardiaques. » Fin de citation. L'article poursuit en disant « La représentante Ilana Rubel, qui est une démocrate et donc qui n'est pas la signataire du projet, a mis en doute la déclaration de Mme Nichols selon laquelle les vaccins ont été accélérés. Elle a déclaré qu'elle avait compris que les vaccins avaient été approuvés et avaient survécu aux tests et puis ensuite approuvés par la FDA. Il existe d'autres vaccins que nous pourrions utiliser et qui ne contiennent pas d'ARN messager, a déclaré Mme Nichols. De plus en plus d'experts médicaux, de scientifiques et de défenseurs des droits de l'homme dans le monde entier exigent désormais que le gouvernement mette fin à sa campagne de vaccination contre le Covid-19 en raison de ses effets secondaires dévastateurs sur les patients. Et pourtant, les gouvernements continuent de fermer les yeux sur l'un des crimes les plus atroces contre l'humanité. Fin de citation. Sujet à suivre donc, je me demande si cette proposition va être votée, on verra bien. Encore aux USA, une autre nouvelle intéressante. Vous avez tout comme moi vu passer cette vidéo de Project Veritas dans laquelle un chercheur de Pfizer nommé le Dr Jordan Walker avait reconnu différents éléments qui n'étonnent plus ceux qui, comme nous informons ailleurs qu'à la TV depuis 3 ans, c'est-à-dire notamment la recherche sur les gains de fonction renommée pudiquement, si c'est bien de ça qu'il s'agit, évolution dirigée, pour créer de nouveaux vaccins, mais aussi la reconnaissance de ce que nous pourrions avoir de gros problèmes si en effet les injections ont des répercussions sur la fertilité. Après cette vidéo, on a vu également celle montrant la réaction de ce chercheur furieux après qu'il ait compris qu'il avait été filmé et commençant par affirmer qu'il avait tout simplement menti pour impressionner l'homme avec qui il croyait être en plein rendez-vous galant avant de tenter de détruire un iPad. Ces vidéos ont bien sûr circulé partout et ont amené 11 membres du Congrès américain à envoyer une lettre destinée non seulement à Pfizer mais aussi aux autorités américaines, c'est-à-dire essentiellement le HHS, c'est-à-dire Health and Human Services, la FDA et le NIH. Cette lettre est articulée en 2 parties. Un récapitulatif des faits tout d'abord et des affirmations du fameux chercheur dans la vidéo, et ensuite des questions claires, posées par les 11 signataires. Cette lettre résumant parfaitement l'ensemble des préoccupations et informations scandaleuses, il me semble utile de vous en lire la traduction qui m'a été envoyée par un juriste avec qui je suis en contact, ce qui m'a fait gagner du temps, merci à lui. Alors, la première partie de la lettre est rédigée dans les termes suivants, je cite. « Nous vous écrivons pour vous faire part de notre profonde inquiétude concernant une vidéo récente dans laquelle un employé de Pfizer fait des déclarations troublantes sur les pratiques de recherche de l'entreprise et ses interactions avec la FDA. Project Veritas, une organisation journalistique à but non lucratif, a filmé la vidéo au cours d'une enquête sous couverture, donc en caméra cachée.
Dans la vidéo, Project Veritas a identifié l'employé comme étant le Dr Jordan Walker, directeur de la recherche et du développement. Opération stratégique, planificateur scientifique ARNM de Pfizer. Pfizer n'a pas contesté que le Dr Walker occupe bien ce poste lorsqu'elle a répondu à la vidéo. Le Dr Walker a fait deux affirmations alarmantes. Premièrement, il a affirmé que Pfizer envisageait de mener des recherches sur, entre guillemets, l'évolution dirigée, pour améliorer l'efficacité de son vaccin Covid-19. La description de l'évolution dirigée faite par le Dr Walker ressemble à la recherche sur le gain de fonction, qui a fait l'objet d'une grande controverse à juste titre. Le HHS définit le gain de fonction comme une recherche qui améliore la capacité d'un agent pathogène à provoquer une maladie et qui aide à définir la nature fondamentale des interactions entre l'homme et l'agent pathogène. En d'autres termes, la recherche gain de fonction renforce les virus afin que les scientifiques puissent étudier leurs effets et développer des contre-mesures de manière proactive. Depuis 2011, ces recherches ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part des scientifiques et des éthiciens. En fait, le NIH a imposé un moratoire sur le financement de la recherche sur les gains de fonction de 2014 à 2017 après une série de violations du protocole de sécurité au NIH et au CDC. De multiples sources soupçonnent que la pandémie de Covid-19 a commencé lorsqu'un virus amélioré a fui de l'Institut de virologie de Wuhan où des recherches sur le gain de fonction étaient menées. Il y a quelques semaines, deux scientifiques qui avaient déjà précédemment rédigé des rapports de l'ONU sur les origines du Covid-19 ont écrit une tribune libre dans laquelle ils déclaraient, je cite toujours la lettre qui cite la tribune libre, « D'après les preuves actuelles, une voie de laboratoire semble être la cause la plus probable de la pandémie. » Fin de citation. La lettre poursuit. Dans la vidéo de Project Veritas, le Dr Walker déclare qu'il soupçonne le Covid-19 de provenir d'une fuite de laboratoire, citant la puissance et la propagation rapide du virus. Étant donné que la recherche sur le gain de fonction pourrait avoir déclenché la pandémie mondiale, il est inquiétant que Pfizer s'engage dans une recherche qui semble de nature similaire. La deuxième affirmation inquiétante du Dr Walker, précise les 11 signataires de la lettre, est que la relation entre les grandes sociétés pharmaceutiques et la FDA est une porte tournante. Vous trouverez ci-dessous deux citations dans lesquelles le Dr Walker explique ce conflit d'intérêts. Première citation, le Dr Walker disait ceci, « Donc, dans l'industrie pharmaceutique, tous les gens qui examinent nos médicaments, finalement la plupart d'entre eux viendront travailler pour les entreprises pharmaceutiques. C'est plutôt bon pour l'industrie, pour être honnête, c'est mauvais pour tout le reste de l'Amérique. » L'enquêteur sous couverture demande alors « Pourquoi est-ce mauvais ?» Et Jordan Walker poursuit « Parce que lorsque les régulateurs qui examinent nos médicaments savent qu'une fois qu'ils cessent de réglementer, ils vont travailler pour l'entreprise, ils ne vont pas être aussi durs envers l'entreprise qui va leur donner un emploi. » La description faite par le Dr Walker de la relation entre Pfizer et la FDA ressemble à une capture réglementaire dans laquelle les régulateurs cherchent à promouvoir les intérêts commerciaux plutôt que l'intérêt du public. Si cela est vrai, la capture réglementaire de la FDA est troublante pour deux raisons principales. Premièrement, elle subordonne la sécurité publique au gain personnel. Si le Dr Walker a raison, certains régulateurs pourraient sacrifier les normes de sécurité actuelles pour des opportunités d'emploi futures. Deuxièmement, la capture réglementaire est fondamentalement injuste pour les petites entreprises qui n'ont pas le poids nécessaire pour influer sur les décisions des agences. De nombreuses grandes entreprises pharmaceutiques cherchent à protéger leurs produits de la concurrence en préconisant une réglementation plus stricte ou des exceptions spéciales. Cette protection augmente les prix et peut limiter l'accès des patients aux nouveaux traitements. Les commentaires du Dr Walker aident à expliquer pourquoi les petites entreprises pharmaceutiques disent se sentir ignorées par la FDA. Un tel système est manifestement injuste et va à l'encontre d'une application égale de la loi. Fin de citation. Donc ça, c'est toute la première partie qui retrace les faits et pose le contexte général et les raisons pour lesquelles il est nécessaire de s'inquiéter. Et à la fin de la lettre, la série des 4 questions très précises posées aux destinataires de la liste est la suivante. Je cite à nouveau. En collaboration avec la FDA et les NIH, nous vous demandons de répondre aux questions suivantes. 1. Lorsqu'on lui a demandé si Pfizer envisageait de faire muter le Covid, le Dr Walker a répondu, je cite, « L'une des choses que nous explorons est de nous demander pourquoi nous ne le ferions pas muter nous-mêmes pour pouvoir développer les nouveaux vaccins de manière préventive. » Le Dr Walker explique que la recherche dite d'évolution dirigée se distingue de la recherche sur les gains de fonction parce que l'évolution dirigée implique des mutations structurelles sélectionnées pour essayer de voir si nous ne pouvons rendre le virus plus puissant. Les experts en la matière de la FDA ou des NIH considèrent-ils que Pfizer, en mutant le virus pour pouvoir développer de nouveaux vaccins de manière préventive, constitue une recherche sur les gains de fonction? Dans la négative, merci d'expliquer cette distinction. Question numéro 2.
Les principes de l'Office, enfin les principes éthiques, on va dire, du gouvernement des États-Unis stipulent que les employés doivent agir de manière impartiale et ne pas accorder de traitement préférentiel à une organisation privée ou à un individu. Quelles mesures avez-vous prises pour garantir que tous les fonctionnaires de la FDA traitent les entreprises de manière égale, indépendamment de leur taille ou de leur pouvoir de marché? Troisième question. Quelles mesures la FDA a-t-elle prises pour se prémunir contre la capture réglementaire, donc ces fameuses portes tournantes, et les conflits d'intérêts parmi ses employés? Et enfin, quatrième question. La réponse de Pfizer à la vidéo indique qu'elle n'a pas effectué de recherche sur le gain de fonction ou l'évolution dirigée pour son vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19. Savez-vous si Pfizer a mené des recherches sur le gain de fonction ou l'évolution dirigée pour son vaccin Comirnaty, qui est juridiquement distinct de son vaccin Pfizer-BioNTech? Voilà, fin de citation. Et c'est donc à présent au destinataire de la lettre de répondre. Donc je suis curieuse de voir si une réponse leur sera envoyée, et si oui, de quelle nature. Dans le cas contraire, j'imagine que sur base de la loi sur la liberté de l'information, une procédure sera engagée, donc affaire à suivre. Et tout ceci nous permet encore d'illustrer l'affirmation selon laquelle nous sommes dans une guerre de l'information. L'importance des vidéos de Project Veritas, notamment, ou d'autres journalistes faisant réellement leur métier, est capitale pour ensuite faire évoluer la situation et les conséquences juridiques. En Équateur, à présent, une importante décision a été rendue par la justice. L'information vient d'un site allemand et je vous lis l'article traduit, parce qu'il est assez court. Je cite. Le 3 février, les combattants de la liberté en Équateur ont remporté une importante victoire juridique contre le ministère de la Santé, qui doit désormais rendre publics les contrats passés avec les fabricants de vaccins. C'est ce qu'écrit le professeur Mark Crispin Miller de l'Université de New York sur son site Substack. Il se passe quelque chose de merveilleux en Équateur, dit-il. Le gouvernement équatorien a imposé la vaccination, entre guillemets, dans le cadre de ses contrats avant que cette mesure n'ait une base juridique. Le ministère de la Santé a également interdit l'autopsie des cas de décès par coronavirus. Fin 2021, le pays était le premier au monde à imposer une vaccination corona à tous les habitants âgés de 5 ans et plus. Le professeur Miller fait référence à une vidéo dans laquelle un avocat annonce la décision. Et il cite donc l'avocat qui s'exprime dans cette vidéo. Ce n'est pas seulement absurde, c'est aussi contraire à l'état de droit et c'est une attaque grossière contre le peuple équatorien, a déclaré l'avocat. L'avocat a ajouté que le 3 février, seule une bataille a été gagnée, mais que cette victoire inspirera nos, je cite, frères et sœurs dans d'autres pays à engager la lutte. Notre combat est dirigé contre un système de contrôle international qui vise à réduire la population et à asservir l'humanité entière, a souligné l'avocat. Fin de citation et fin de l'article que j'ai traduit. Je joins aussi le lien vers une vidéo en espagnol, sous-titrée en anglais, qui confirme ces informations. Un autre pays dont je ne vous ai pas encore parlé jusqu'ici, c'est le Costa Rica. Et une nouvelle intéressante nous vient de ce côté-là. Alors, sachez tout d'abord que le Costa Rica est l'un des pays les plus actifs sur le plan de la préservation de la nature, depuis plusieurs années, ou même probablement depuis plusieurs dizaines d'années. C'est d'ailleurs aussi un pays qui n'a pas d'armée. Pas d'armée du tout. La préservation de la nature est un objectif prioritaire et un maximum de budget sont affectés à cette cause-là. Et pourtant, l'agence Reuters nous annonçait le 2 février que le pays sortait de l'agenda vert de l'ONU. Voici un extrait de l'article de Reuters. Je cite. Le Costa Rica se retire de l'accord sur le climat soutenu par l'ONU et nommé en son honneur. Le Congrès du Costa Rica a bloqué mercredi la ratification par le pays d'un traité environnemental soutenu par l'ONU et portant le nom d'une des municipalités du pays d'Amérique centrale après avoir perdu le soutien de l'administration. Le traité, connu sous le nom d'accord Escazú, a été signé dans la région d'Escazú, à l'ouest de la capitale du Costa Rica, en 2018, alors que Carlos Alvarado était président. Il a été remplacé en mai, donc le président, par Rodrigo Chavez, qui s'est opposé à l'accord, arguant que le Costa Rica dispose déjà d'une réglementation suffisante en matière d'environnement. Le Congrès du Costa Rica a rejeté à une écrasante majorité une motion visant à prolonger la période de ratification, fermant ainsi la porte à l'adhésion au traité, 41 des 57 députés ayant voté contre. C'est ainsi que nous passons d'un pays à l'avant-garde en matière d'environnement à un pays qui ne peut même plus approuver un accord international sur le strict minimum, a déclaré le législateur Jonathan Acuna, qui a exprimé sa dissidence. La majorité des législateurs ont estimé que le mécanisme du traité donnait trop de pouvoir à ceux qui accusent les entreprises et d'autres personnes de nuire à l'environnement. Fin de citation. Alors donc bien sûr, Reuters donne la parole à un politicien qui n'approuve pas cette décision, qui doit être donc du côté des mondialistes, pour faire simple.
D'ailleurs, on pourrait s'amuser à faire une petite recherche sur ce politicien là qui n'est pas d'accord. Et entendons-nous bien, la nouvelle est importante parce que le traité en question déplaçait le pouvoir vers l'ONU, ce que le législateur du Costa Rica a considéré comme inacceptable. Je n'ai pour ma part aucun doute sur le fait que la préservation de la nature va rester une préoccupation majeure du pays, puisque ça l'est déjà depuis des années, mais au niveau national et pas sous la coupe de l'ONU. Et c'est en ce sens-là que la nouvelle est excellente, puisque le but est évidemment d'éviter toute forme de gouvernement mondial, que ce soit sur un plan spécifique, la préservation de la nature, ou à tous les égards. Du côté de la Cour européenne des droits de l'homme à présent, une bonne nouvelle aussi pour les lanceurs d'alerte, ou du moins pour l'un d'eux. Les faits étaient à l'origine les suivants. Un Français qui était employé par le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers avait communiqué à un journaliste fin 2012 16 documents qui furent ensuite utilisés dans un reportage de l'émission Cache Investigation diffusée en 2013 sur France 2. Cet employé, nommé Raphaël Allais, voulait dénoncer le fait que de nombreuses multinationales bénéficiaient de conditions très avantageuses accordées par le fisc luxembourgeois. Un second informateur, employé dans le même cabinet de conseil, avait quant à lui copié 45 000 pages de documents confidentiels, déjà 2 ans avant, en 2010, et les avait remis au même journaliste. Une première procédure avait eu lieu sur plainte du cabinet de conseil et le premier informateur ainsi que le journaliste avaient été acquittés, mais le second informateur, donc ce fameux Raphaël Allais, avait quant à lui été condamné. Il avait ensuite saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans un premier arrêt en mai 2021, avait donné raison au juge luxembourgeois, donc l'avait débouté de son recours. Il a demandé et obtenu que l'affaire soit renvoyée devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est une sorte de procédure d'appel interne, et cela a payé puisqu'en date du 14 février 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a publié un arrêt, donc pris par la Grande Chambre, qui conclut qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, c'est-à-dire la liberté d'expression, et qui accorde à Raphaël Allais une somme de 15 000 € pour son préjudice moral et 40 000 € pour ses frais. L'arrêt est très long, il fait 84 pages. Une table des matières est proposée au début de l'arrêt pour bien articuler la réflexion ou la lecture. Difficile évidemment de vous en lire tous les passages utiles parce que c'est vraiment très long, mais je retiens toutefois un extrait qui se trouve sous le sous-titre « Quant à l'intérêt public de l'information divulguée », et je vous passe par contre certains détails techniques qui n'ont d'intérêt que si on connaît en détail le sujet des divulgations effectuées, mais je vous lis ceci, je cite. La Cour souligne que le lancement d'alerte vise non seulement à mettre au jour et attirer l'attention sur des informations présentant un intérêt public, mais cherche également à faire évoluer la situation sur laquelle portent ces informations, le cas échéant, en obtenant qu'il soit remédié aux agissements dénoncés au moyen d'actions correctives de la part des autorités publiques compétentes ou des personnes privées concernées, telles des entreprises. Or, plusieurs alertes sur un même sujet sont parfois nécessaires pour que les faits dénoncés soient effectivement pris en compte par les autorités publiques ou pour mobiliser la société dans son ensemble et lui permettre d'exercer une vigilance accrue. Dès lors, pour la Cour, la circonstance qu'un débat sur les pratiques d'évitement fiscal et d'optimisation fiscale au Luxembourg était déjà en cours au moment où les documents litigieux ont été divulgués ne saurait suffire à affaiblir la pertinence des documents. En l'espèce, à supposer même, comme le retient la Cour d'appel, que les déclarations fiscales litigieuses n'étaient pas de nature à renseigner sur les pratiques de l'administration fiscale luxembourgeoise, il n'en demeure pas moins vrai que ces déclarations constituaient des éléments d'information pertinents. La divulgation de ces deux types de documents a néanmoins contribué, en l'espèce, à dresser un tableau des pratiques fiscales en vigueur au Luxembourg, de leur impact à l'échelle européenne, ainsi que des stratégies fiscales mises en place par des sociétés multinationales de renom pour déplacer artificiellement des bénéfices vers des pays à faible imposition et ainsi éroder les assiettes fiscales d'autres États. Dans ces conditions, la Cour estime que les informations litigieuses n'étaient pas seulement de nature à interpeller ou scandaliser comme le retient la Cour d'appel, mais apportaient bien un éclairage nouveau dont il convient de ne pas minorer l'importance dans le contexte d'un débat sur l'évitement fiscal, la défiscalisation et l'évasion fiscale, en fournissant des renseignements à la fois sur le montant des bénéfices déclarés par les multinationales concernées, sur les choix politiques opérés au Luxembourg en matière de fiscalité des entreprises, ainsi que sur les incidences en termes d'équité et de justice fiscale à l'échelle européenne. La Cour relève par ailleurs que la Cour d'appel a tenu compte de la circonstance que le requérant avait choisi les déclarations fiscales divulguées non pour compléter les documents déjà en possession du journaliste, mais uniquement en raison de la notoriété des multinationales concernées. Or, contrairement à la Cour d'appel, la Cour européenne des droits de l'homme estime que la notoriété des multinationales en question n'était pas dénuée de pertinence et d'intérêt dans le contexte du débat engagé après la diffusion de la première émission.
En effet, si les constructions juridiques et financières complexes sur lesquelles reposent les pratiques d'optimisation fiscale sont difficilement compréhensibles pour des non-initiés en la matière, et plus généralement pour le grand public, la portée des déclarations fiscales, qui, comme l'indique la Cour d'appel, offrent des informations sur la situation financière et patrimoniale d'une entreprise, est en revanche beaucoup plus facile à saisir. Dès lors qu'elles concernaient en outre des multinationales connues du grand public, ces déclarations se trouvaient dotées d'un fort pouvoir d'illustration des pratiques fiscales en vigueur au Luxembourg, ainsi que des choix fiscaux des sociétés bénéficiant de telles pratiques. Tout contribuable soumis à l'impôt est en effet en mesure de comprendre un document tel qu'une déclaration fiscale. Les documents divulgués par le requérant, donc le plaignant, contribuaient ainsi à la transparence des pratiques fiscales de multinationales cherchant à bénéficier d'implantations là où la fiscalité est la plus avantageuse, et pouvaient en ce sens aider le public à se former une opinion éclairée sur un sujet d'une grande complexité technique tel que la fiscalité des entreprises, mais portant sur d'importants enjeux économiques et sociaux. La Cour européenne des droits de l'homme estime en outre que le poids de l'intérêt public attaché à la divulgation litigieuse ne peut être évalué indépendamment de la place qu'occupent désormais les multinationales de dimension mondiale, tant sur le plan économique que social. Le rôle des recettes fiscales sur l'économie et les budgets des États et les enjeux considérables pour les gouvernements des stratégies fiscales telles que le transfert de bénéfices auxquels peuvent recourir certains multinationales doivent également être pris en considération. La Cour en déduit que les informations relatives aux pratiques fiscales des multinationales, telles que celles dont les déclarations ont été rendues publiques par le requérant, permettaient indéniablement de nourrir le débat en cours sur l'évasion fiscale, la transparence, l'équité et la justice fiscale. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'informations dont la divulgation présente un intérêt public pour l'opinion, aussi bien au Luxembourg, dont la politique fiscale était directement en cause, qu'en Europe et dans les autres États dont les recettes fiscales pouvaient se trouver affectées par les pratiques révélées. Fin de citation. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'est important parce que on insiste en fait sur le fait que ce n'est pas parce qu'une information a déjà été divulguée par quelqu'un d'autre et que des débats ou des enquêtes sont déjà en cours qu'il ne peut plus y avoir de nouveaux lanceurs d'alerte qui dévoilent de nouveaux documents. En gros, on nous dit, sur les sujets importants, il faut parfois taper sur le clou, enfoncer le clou en permanence pour que soit la justice, soit même l'opinion publique se saisissent d'un problème et que les choses évoluent. Voilà donc ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Pour terminer, une petite citation. Alors, je la cite et ensuite je la commente. Je cite. « L'individu se retrouve handicapé face à une conspiration tellement monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. » Fin de citation. Cette citation est de John Edgar Hoover, qui a été directeur du FBI pendant pas moins de 48 ans. Alors tout d'abord, spéciale dédicace à mes parents et à mon frère avec qui je viens de passer une semaine. Alors il me reste encore beaucoup de travail de ce côté-là. Je doute d'ailleurs qu'un jour ils écoutent tout ce que j'ai publié sur cette chaîne, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et quant à John Hoover, donc ex-directeur du FBI, il est difficile de dire, vu l'implication du FBI dans certaines opérations, et on va le découvrir de plus en plus, s'il se félicitait ou s'il regrettait justement que la population ne soit pas, et les individus ne soient pas en mesure d'appréhender l'ampleur de conspiration qui existe. Toujours est-il que, vu le poste qu'il occupait, il en connaissait un rayon. Et donc ça me paraissait une bonne chose de terminer sur cette citation-là. Donc je la répète, l'individu se retrouve handicapé face à une conspiration tellement monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. Fin de citation. À très bientôt, tenez bon. Au revoir.